Mesdames et messieurs, tout d'abord, je suis très émue, chère Métine, pour cette introduction si aimable. Et comme vous avez dit, la fortune m'a amenée ici, à l'Université de Genève, de parler d'un thème qui est tellement important. Et je voudrais remercier tout d'abord le recteur de l'université, professeur Vassali, aussi de remercier le professeur Marc-André Renault, le titulaire du chef de l'UNESCO ici, en droit international de la protection des biens culturels, qui était établi à peine il y a un an et demi. Et bien sûr, de remercier tout d'abord Metin Arditi, notre ambassadeur, mon ambassadeur de bonne volonté, et qui a tellement contribué à cette réflexion profonde sur la tolérance, sur la paix, sur le dialogue entre les cultures. Et encore une fois, merci infiniment, chère Metin, pour votre parole, pour vos paroles si aimables. Mesdames et messieurs, chers amis, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des autorités suisses, c'est un vrai plaisir d'être ici et aussi d'être invité par l'Université de Genève avec laquelle je dirais que tant de valeurs nous unissent. Tout d'abord, les valeurs de l'humanisme incarnées par Jean Calvin, fondateur de l'Université de Genève, les valeurs de la solidarité portées par Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, né aussi à Genève, et finalement les valeurs de paix, inscrites au cœur de l'histoire de la Suisse et notre histoire commune. Permettez-moi de dire que la Suisse joue à cet égard un rôle central au sein de l'UNESCO, par l'engagement moral et financier des autorités, des entreprises, des universités, de l'Agence suisse pour la coopération et le développement, dans les domaines du patrimoine culturel au Mali, en Afghanistan, en Syrie, dans le domaine de la gestion de l'eau, dans le domaine de l'éducation pour tous. Et je suis venue aussi saluer le renforcement très net de notre coopération au cours de ces dernières années. Je souligne par ailleurs que la Suisse préside cette année l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et c'est un autre signe très fort d'engagement international au nom des valeurs communes. Difficile d'imaginer cadre plus propice pour évoquer les sujets que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Je suis venue vous parler de la paix, du rôle de la culture pour la paix et la sécurité, et de la nécessité de protéger la culture et le patrimoine en situation de conflit. Il est parfois difficile, dans l'urgence des conflits armés et devant l'aurore des crises humanitaires qui s'ensuivent, de parler de culture et de patrimoine. Lorsque des vies humaines sont en jeu, le patrimoine culturel a longtemps été considéré comme une préoccupation secondaire. Le patrimoine est pourtant aujourd'hui en première ligne des conflits et des nouvelles formes de guerre qui sévissent le XXIe siècle, non seulement entre les États, mais à l'intérieur des sociétés. Nous l'avons vu dans les années 90 en Europe du Sud-Est, c'est à côté de mon pays, Bulgarie, à Sarajevo, et ensuite en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Mali, où le patrimoine culturel a été ravagé. Nous le voyons aujourd'hui en Syrie, où la tragédie culturelle vient s'ajouter à l'urgence humanitaire et aggrave les blessures et le traumatisme de la société syrienne sur le très long terme. Les 6 sites syriens inscrits au patrimoine mondial ont été ravagés. 4 d'entre eux sont occupés militairement, notamment le Krak des Chevaliers.
Et je crois que vous voyez ici aussi des images du site avant le conflit et aussi après le conflit. La vieille ville d'Alep est totalement saccagée. Vous voyez ici à l'écran la ville au temps de la paix. Et voici la même ville aujourd'hui. Le minaret de la grande mosquée a été détruit. Ces images, mesdames et messieurs, ont été prises dans les conditions d'extrême danger et je voudrais rendre hommage au travail des photographes qui travaillent pour l'UNESCO en Syrie. Les combats à Bosra, Damas et Palmyre ont détruit ou endommagé les monuments historiques pluricentenaires. Le trafic illicite des biens culturels explose littéralement à un niveau sans précédent. Il est le résultat d'une démarche systématique et vous voyez ici à l'écran les cratères creusés par les pilleurs. Les sites d'Apamé et de Palmyre sont victimes de fouilles illicites massives, menées par des bandes organisées qui quêtent les fragilités des sociétés pour en tirer profit, blanchir l'argent sale et financer après le terrorisme, également lié à d'autres trafics, comme le trafic des armes et de la drogue. Certaines statues ont été disloquées, des fresques ont été arrachées. Elles sont plus faciles à déplacer et donc vulnérables, comme vous le voyez sur ces images. C'est la première leçon importante que je voudrais souligner aujourd'hui. Le patrimoine n'est pas une victime collatérale du conflit. C'est une cible directe et délibérée. C'est une tendance qui existait déjà, mais qui prend de l'ampleur avec à chaque fois la même logique, le même mécanisme. À Sarajevo, à Dubrovnik, les belligérants ont commencé par brûler les bibliothèques et par arracher les plaques des rues pour toucher l'ennemi au cœur, effacer son histoire et son identité. Le vieux pont de Mostar, en Bosnie-Herzégovine, a été détruit pour les mêmes raisons. C'était un pont piéton, sans aucune portée stratégique, militaire, où les amoureux se donnaient rendez-vous. Il a été détruit pour séparer les communautés de la ville et radicaliser les tensions. En Afghanistan, les Bouddhas de Bamiyan ont été dynamités avec la même logique sous-jacente pour marquer une escalade dans la violence et rendre impossible tout retour en arrière. En Irak, la mosquée Al-Askari, l'une des plus belles du monde, a également été détruite avant d'être reconstruite avec l'UNESCO. Et vous en voyez ici les images. En Libye, le mausolée Al-Shab al-Damani a été détruit à la pelleteuse. Le trésor de Benghazi a été dérobé pendant les premiers jours du conflit. Et c'est une autre preuve que les criminels attendent que les sociétés soient fragilisées pour se jeter sur les biens culturels loin du regard des caméras. Je voudrais d'emblée être très clair. Ce qui est en jeu ici, ce ne sont pas quelques monuments et des vieilles pierres. Si le patrimoine culturel est visé, c'est parce qu'il est porteur de valeurs et d'identité. Et c'est la 12e leçon que je voudrais partager aujourd'hui. Les belligérants attaquent le patrimoine pour affaiblir la confiance et la cohésion des peuples. Lorsqu'il est détruit, les repères collectifs disparaissent. La destruction du patrimoine affecte les sociétés sur le long terme et les empêche de se reconstruire parce que la culture
est un ciment de l'identité, une source de dignité. C'est pour cette raison que les extrémistes au Mali ont commencé par détruire les mausolées de Tombouctou. Ils ont également brûlé et saccagé les manuscrits de la bibliothèque Ahmed Baba. Ce ne fut pas le résultat d'une explosion spontanée de fureur populaire. Ce fut le produit d'une volonté délibérée d'effacer l'identité d'un peuple, de terroriser et d'asservir la population. C'est pour cette raison qu'il faut intervenir le plus tôt possible et qu'intégrer la protection du patrimoine dans les interventions d'urgence. Et ce sont les habitants eux-mêmes qui nous le demandent. Ce sont les habitants de Tombouctou eux-mêmes qui ont caché les manuscrits dans les caves, dans les greniers, les ont exfiltrés au péril de leur vie vers le lieu sûr, vers la capitale Bamako. Dans un tout autre contexte, ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui ont formé une chaîne humaine pour protéger le musée du Caire lors des manifestations en 2011. Et c'est la troisième leçon importante. La protection du patrimoine doit faire partie intégrante des opérations d'urgence et elle est inséparable de la protection des vies humaines dont elle porte les valeurs et les identités. Et c'est, mesdames et messieurs, le rôle, la responsabilité de l'UNESCO. L'UNESCO a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur la conviction que les accords économiques et politiques ne peuvent suffire à construire une paix durable. Les solutions militaires ne suffisent pas non plus. Elles ne suffisent pas à construire l'État de droit, à construire les institutions fortes, à donner le sentiment de la confiance qui permet de construire une sécurité à long terme. L'histoire récente souligne les limites de, comme on dit les politologues, les hard power, en Afghanistan, en Irak, au Mali. Et les militaires eux-mêmes rappellent la nécessité d'intégrer les enjeux éducatifs, culturels, le soft power dans toute stratégie de paix et de sécurité durable. Et je pense aux paroles d'Albert Gérald Koenders, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA, la force des Nations Unies pour la sécurité, qui a dit « Protéger les civils passe aussi par la sauvegarde de leur histoire et de leur identité. Les travaux de reconstruction des mausolées de Tombouctou sont importants dans la mesure où ces mausolées sont un élément de l'identité de la ville, dont l'objectif même est de protéger ses habitants. Les émergences de nouvelles formes de guerre, non plus seulement, je dirais, entre les États, mais à l'intérieur des sociétés, entre les différentes communautés, mettent ces questions culturelles au premier plan. Le professeur Bertrand Badi de Sciences Po Paris reprenait une idée similaire lors d'une conférence à l'UNESCO sur la guerre au XXIe siècle. La guerre moderne a changé de nature. La victoire militaire, quand elle existe, n'est qu'un tronc d'œil. La guerre n'est plus seulement un phénomène militaire, mais un phénomène social qui suppose des réponses différentes. C'est dans ce contexte que la réhabilitation des sites culturels endommagés ou détruits prend tout son sens. Je l'ai vu en Europe de l'Est, où l'UNESCO a aidé, comme j'ai déjà mentionné, au début des années 2000, à la reconstruction du pont de Mostar détruit pendant la guerre civile. La reconstruction du pont s'est faite en impliquant les anciens combattants. C'est très symbolique pour transformer le patrimoine pris pour cible en signe de ralliement, en symbole de paix. Et c'est la meilleure réponse qu'on peut donner
aux extrémistes. En Afghanistan, l'UNESCO est engagé dans les travaux de restauration de la vallée de Bamyan. Nous venons de signer un accord avec l'Italie pour la restauration de ce patrimoine culturel. C'est un projet qui incarne aussi la coopération internationale et représente un potentiel de paix pour toutes les régions, de dialogue des différentes cultures et religions qui se rattachent au temps long de l'histoire, celle des routes de la soie. Au Mali, l'UNESCO vient de lancer comme promis la reconstruction des mausolées. Et voilà aussi notre réponse à l'intolérance. 2 des 14 mausolées détruits viennent d'être reconstruits. Et je voudrais saluer la Suisse, qui contribue à hauteur de 1 million d'euros à la réhabilitation des mausolées. Et je saisis cette occasion de saluer spécialement l'engagement de la Suisse de la coopération culturelle avec l'UNESCO, qu'il s'agisse de la promotion de la diversité culturelle, du soutien à la formation des professionnels des musées, en particulier en Égypte, l'année dernière, et ce soutien a été déterminant pour contenir les effets de l'attaque du musée du Caire au mois de janvier, ou bien encore pour la protection du patrimoine culturel. Vous voyez ici les premières images des mausolées reconstruits. Et à travers eux, c'est toute une communauté qui se remet debout, qui retrouve ses pratiques culturelles et se réapproprie un patrimoine ancestral partagé. La ville de Tombouctou est unique et porte le témoignage du dialogue millénaire des cultures et des savants de toute l'Afrique, du monde arabe et de Al-Andalou, pour qui l'université de Tombouctou a été un phare intellectuel et un lieu d'échange dès le XIIIe siècle, avec un âge d'or au XVIe siècle. Le Mali est la source d'une véritable renaissance africaine et le lieu pour aider à répandre le dialogue des cultures aujourd'hui. Plus de 300 000 manuscrits y sont toujours conservés, qui restent aujourd'hui l'un des plus grands trésors culturels inexplorés de l'humanité. Je dirais un océan de livres à découvrir pour enrichir nos connaissances sur notre histoire commune. Et je me souviens, parce que je me suis rendue à Tombouctou avec le président français, M. François Hollande, et le président par intérim, il y a un an, du Mali, Diokounda Traoré. J'ai vu les manuscrits brûlés, étalés par terre dans le centre Ahmed Baba, et l'émotion devant ces livres brûlés qui rappellent les pires heures de l'histoire de l'humanité. Je me souviens parce que j'ai parlé avec l'imam de Tombouctou, qui a longuement décrit la période de l'occupation et les services endurés par la population. J'ai vu aussi la joie du peuple malien de retrouver le droit de pratiquer sa culture. Cette expérience, mesdames et messieurs, m'a renforcée à jamais dans la conviction que restaurer ce patrimoine, c'est donner au peuple la force et la confiance nécessaires pour se tourner vers l'avenir. C'est important pour le Mali et au-delà, car la construction de la paix et de la sécurité passe aujourd'hui par la protection et le maintien de la culture, du patrimoine, des identités. Cette expérience nous appelle à renforcer tous les moyens d'action pour assurer la protection du patrimoine dans les situations de conflit, par définition complexe et urgente. Je listerai 3 grands axes de l'action de l'UNESCO. Le premier axe, et c'est le cœur du mandat de l'UNESCO, c'est la consolidation du cadre juridique pour intervenir. L'UNESCO a construit depuis plus de 60 ans un arsenal normatif extrêmement complet. La Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,
dont nous célébrons cette année le 50e anniversaire et qui interdit d'exposer les biens culturels à une destruction ou à une détérioration en s'abstenant de tout acte d'hostilité à leur égard. C'est le seul instrument international à se concentrer sur la protection du patrimoine culturel en temps de guerre. Et après la Convention de l'UNESCO de 1970 sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, qui fut la première convention internationale culturelle en temps de paix, ce qui est en soi significatif. Et enfin, la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial, culturel et naturel. Ces conventions témoignent d'une obligation des États à protéger le patrimoine et à en rendre compte. Ces textes évoluent avec leur temps et s'adaptent aux mutations des conflits modernes. Par exemple, après la guerre en Europe du Sud-Est, dans les années 90, où les destructions du patrimoine ont été utilisées comme une arme de guerre et de déstabilisation. La Convention de 1954 a été renforcée avec l'adoption d'un 12e protocole et la création d'un comité spécial de suivi. La procureure générale de la Cour pénale internationale, Madame Fatou Bensouda, a également choisi de considérer les attaques contre la culture au Mali comme des crimes de guerre. Et je la cite. En janvier 2013, la Cour internationale de justice a décidé de lancer une enquête au Mali parce que la destruction intentionnelle de l'héritage culturel et religieux du Mali est un crime de guerre selon les statuts de Rome. L'UNESCO est un partenaire essentiel de notre quête de justice. En 2001 déjà, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie avait retenu la destruction du patrimoine comme chef d'accusation dans le procès contre l'attaque du port de Dubrovnik en Croatie en 1991. C'est le signe d'une évolution positive et pourtant les moyens restent insuffisants face à l'ampleur des défis d'aujourd'hui. Les conventions ne sont pas suffisamment ratifiées. La volonté politique n'est pas assez forte. Les moyens nous manquent. Sur les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, seulement 4 ont ratifié la Convention de La Haye. Moins de la moitié des États européens et moins du quart des États africains y ont adhéré. Trop nombreux sont les États qui n'ont pas adopté la législation pénale adéquate pour faire appliquer les textes. Trop nombreux sont les États qui n'ont pas adopté la législation pénale dans leur législation nationale et après les mesures de sauvegarde en temps de paix, qui sont pourtant cruciales pour la protection préventive. Il faut donc continuer à travailler. Et c'est le 12e axe de travail. Il faut informer, sensibiliser les responsables et les citoyens sur l'importance de la protection du patrimoine. Dès qu'il y a un risque de trafic illicite, l'UNESCO alerte immédiatement les États voisins et les partenaires, en particulier Interpol et l'Organisation mondiale des douanes, afin de renforcer le contrôle aux frontières des États voisins, alerter les maisons de vente aux enchères et les professionnels du marché de l'art, demander à vérifier la provenance des objets. Dès le début du conflit au Mali et en Syrie, les sites du patrimoine mondial ont été inscrits sur la liste en péril, afin d'augmenter la vigilance et faciliter aussi les appels au financement et le poids politique des opérations de soutien et de contrôle. L'UNESCO s'est ainsi mobilisé pour que le Conseil de sécurité reconnaisse
l'importance de la culture dans le conflit au Mali dans 3 résolutions en 2012 et 2013. Nous avons fait de même en Syrie et la résolution adoptée le 22 février dernier reconnaît explicitement l'importance de la protection du patrimoine syrien. C'est le signe d'une évolution importante, je crois. J'ai également fait une déclaration conjointe avec le secrétaire général des Nations Unies et l'envoyé spécial des Nations Unies et de la Ligue arabe pour appeler à cesser les destructions du patrimoine culturel en Syrie. Ces prises de position permettent ensuite de faire pression et d'intégrer la protection du patrimoine dans les opérations de maintien de la paix ou les négociations de sortie de crise. Et le 3e axe, mesdames et messieurs, c'est l'intervention directe au plus près du terrain. Malgré les conventions, malgré les appels, souvent les soldats et les humanitaires connaissent mal les textes ratifiés par leur pays. Ils ont un immense besoin de formation. Au Mali, l'UNESCO a fourni des cartes à l'ensemble des états-majors et diffusé plus de 8000 passeports pour le patrimoine pour informer les soldats et les humanitaires de l'existence des sites et de l'obligation de les protéger. Vous le voyez, je crois, maintenant dans l'écran. Nous organisons régulièrement des ateliers de formation des professionnels de la culture, des douaniers, pour les aider à coordonner leurs actions. Pendant la crise au Mali, en 2012, nous avons ainsi organisé à Dakar des ateliers de formation d'une trentaine de professionnels de police et de douane à travers toutes les régions du Sahel. Ces ateliers ont été suivis des autres à Bamako en avril 2013 dans le cadre du plan d'action pour la sauvegarde du patrimoine malien. Et l'UNESCO a lancé un fonds spécial, 300 000 $ affectés pour la protection des biens culturels et la lutte contre le trafic illicite. Plus de 10 millions seront nécessaires pour la reconstruction des mausolées. Un plan d'action conjoint a été mis en place et c'est essentiel car il n'y a d'action durable que si elle est concertée avec tous les partenaires ensemble. En réponse à la crise en Syrie, nous avons mené à Amman, en Jordanie, des séminaires, des ateliers contre le trafic illicite des biens culturels qui ont permis d'identifier le rôle des acteurs et de construire un plan d'action intégré. Nous avons développé un observatoire international du patrimoine culturel syrien pour mobiliser les scientifiques et les professionnels et définir un plan d'action avec le soutien de l'Union européenne et un fonds de 2,1 millions d'euros que nous mettons en place à partir de notre bureau de Beyrouth et à l'intérieur de la Syrie, car il est essentiel de travailler avec des gens sur place. Reconstruire, réhabiliter, dresser des inventaires, le travail est immense. Et personne n'est naïf. Nous savons très bien qu'il ne suffit pas de reconstruire un pont à Mostar, au mausolée à Tombouctou, pour restaurer la paix et le dialogue. C'est un processus complexe. Mais ces reconstructions, ces constructions incarnent déjà physiquement la possibilité du dialogue. Et c'est, à notre avis, extrêmement important. Elles témoignent aussi d'une certaine vision de la culture et d'un usage qui peut en être fait dans nos sociétés multiculturelles. J'aimerais insister sur cet aspect dans la dernière partie de mon intervention et sur le rôle de la culture et de la connaissance du patrimoine comme un outil de dialogue, de cohésion sociale et de médiation ou de prévention des conflits. C'est valable dans les sociétés fragilisées, sous tension, où nous menons fréquemment des ateliers pour une culture de la paix, pour trouver un langage commun, fortifier le dialogue entre communautés, cultures et religions, surtout
auprès des jeunes. C'est valable aussi dans les sociétés de pays développés, soumises aux crises, aux incertitudes, et qui ont leurs propres crispations, leurs identités conflictuelles ou mémoires blessées. Le rôle du patrimoine est considérable, y compris le patrimoine immatériel, dont la reconnaissance permet aussi de valoriser des identités dans le sens de la dignité et du respect mutuel. Je cite très souvent l'exemple de la danse Saman en Indonésie, pratiquée par une minorité de la province d'Aceh à Sumatra, qui était soumise à un séisme et tsunami désastreux. La reconnaissance de cette danse au patrimoine immatériel de l'UNESCO a joué un rôle considérable pour renforcer la cohésion sociale et favoriser le dialogue entre des composants de la société dont les relations étaient justement très compliquées à l'époque. Dans toutes les histoires de conflits, de violences de masse et même de génocide, comme au Rwanda il y a 20 ans, il y a des signes avant-qu'aurore, des déclarations de haine qui circulent dans les médias et qui stigmatisent l'autre, qui ridiculisent son patrimoine. Dans un monde où les images et les informations circulent de plus en plus vite, il y a des mots qui blessent. Il y a des mots qui tuent. Une simple étincelle peut faire naître l'incendie. Il faut savoir les anticiper, renforcer nos compétences interculturelles à un niveau inédit pour mieux connaître les cultures et relations entre elles et construire la paix. Être citoyen du monde aujourd'hui, c'est savoir parler sous le langage de la diversité culturelle. Les extrémistes qui s'en prennent au patrimoine veulent enfermer la culture dans une vision restrictive, exclusive. C'est ce qu'avaient dit les extrémistes du Mali après la destruction du mausolée. Ils avaient déclaré « Le patrimoine mondial, ça n'existe pas. Les infidèles ne devraient pas se mêler dans nos affaires. Et puis d'abord, c'est quoi l'UNESCO ?» Ces déclarations dessinent la vision d'un monde cloisonné de cultures étanches où finalement le dialogue est impossible. L'UNESCO défend une vision très différente. Les civilisations ne sont pas des entités statiques ou figées. Elles sont dynamiques et se renouvellent en permanence. Les cultures ne sont pas isolées les unes des autres. Elles sont inclusives et liées entre elles. Notre plus grand défi dans ce monde globalisé est justement d'apprendre à voir ça. J'étais récemment au Pakistan, j'étais le mois dernier, sur le site de Taxila, au nord d'Islamabad, inscrit au patrimoine mondial. Dans le musée qui est juste le site, aux côtés du site dont vous voyez, je crois ici, une photo, se trouvent des Bouddhas dont les chevelures est d'inspiration grecque, née de l'influence des généraux d'Alexandre le Grand, établis dans la région et qui ont fait prospérer la culture gréco-romaine, donnant naissance à l'art gréco-bouddhiste. Moi, j'ai pris la photo, c'est extraordinaire. Ce télescopage des cultures montre qu'il n'existe pas de culture pure. Les cultures s'influencent, interagissent, parfois pacifiquement, parfois dans la douleur, mais aucune culture ne grandit jamais dans l'isolement. En Iran, les ensembles monastiques arméniens, inscrits au patrimoine mondial, mélangent des influences byzantines, orthodoxes et perses. En Tanzanie, la ville de pierre de Zanzibar fusionne les cultures africaines, arabes, indiennes et européennes. La première Renaissance française, celle du XIIe siècle, est en partie née de la redécouverte de l'Aristote
via un archevêque de Tolède qui l'avait fait traduire de l'arabe. Corneille s'inspire du théâtre baroque espagnol. Louis XIV se passionne pour les langues, les porcelaines et les soies des Chinoises. Le président de la Chine, M. Xi Jinping, était à l'UNESCO le mois dernier pour rappeler que la médecine ou le thé ont circulé le long des routes de la soie jusqu'en Europe, et comme l'astronomie, les mathématiques ou la géographie, suivant le même chemin en sens inverse, ont influencé la Chine. L'idée du choc des civilisations est alimentée par, je crois, je m'excuse, mais l'ignorance de ces liens qui existent entre les cultures, et c'est un apprentissage indispensable aujourd'hui. Lors du Forum culturel mondial de l'UNESCO à Bali, en Indonésie, le philosophe Amartya Sen a rappelé l'histoire de l'université de Nalanda, en Inde, la plus vieille université du monde, fondée au 5e siècle, bien avant Bologne, Oxford ou Cambridge, et dont vous voyez ici les ruines. À son apogée, l'université comptait 10 000 étudiants, 2 000 professeurs. On raconte que l'incendie qui a ravagé sa bibliothèque aurait duré 3 mois, tellement elle contenait de livres. Cette université accueillait des étudiants de toute l'Asie, de Sumatra, de Chine, de Corée, du Japon, et témoigne de l'existence d'un réseau international universitaire à cette époque. C'est ce qui fait dire à Amartya Sen que, et je le cite, « Compte tenu de l'importance de la pluralité de nos identités, les différentes façons dont les peuples et les cultures ont travaillé ensemble au cours de l'histoire méritent une attention particulière et renouvelée. Car l'étude de ces interactions est essentielle pour éviter d'enfermer la culture derrière des murs. Ces interactions complexes ou anciennes ont tendance à être oubliées ou occultées par ceux qui veulent attiser la haine entre les gens, et ils ne trouvent pas toujours en face d'eux une réponse éclairée, capable de réfuter leurs allégations mensongères. C'est pourquoi l'histoire de notre humanité connectée doit être enseignée à l'école. Et, mesdames et messieurs, cette idée rejoint celle du patrimoine mondial, né il y a plus de 40 ans à l'UNESCO et qui reste toujours révolutionnaire, je dirais, aujourd'hui. Certains sites ont une valeur exceptionnelle, universelle. Nous le comprenons, je dirais, par nos instincts. Lorsque nous visitons, comme touristes, les pyramides de l'Égypte, le Machu Picchu, et ici en Suisse, la baie de Saint-Gall, ou le chemin de fer rétique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La culture donne accès aux plus hautes aspirations humaines. Elle nous rappelle ce qui nous rassemble et ce qui est plus fort et ce qui n'est pas ce qui nous divise. Nous le sentons lorsque nous voyons les images à la télévision des temples détruits ou vandalisés, car le monde entier est indigné. Et ce sentiment, on dit long sur le lien qui nous unit. Chaque culture est un accès à l'universel. Nous avons besoin de chacune pour être pleinement nous-mêmes, pleinement humains. Le patrimoine est aussi un livre ouvert sur les connexions entre les cultures. Et c'est un outil pour le dialogue et pour la paix à partager avec le plus grand nombre. Je prends finalement comme un exemple les cités préhistoriques sur pilotis situées autour des Alpes, inscrits aussi au patrimoine mondial, conjointement par la Suisse avec 5 autres pays, et qui forment un réseau qui s'étend au cœur de l'Europe. La mondialisation, mesdames et messieurs, nous offre une leçon de diversité et nous propose de développer cette intelligence du réseau et d'apprendre à concilier
dans le même mouvement, la variété des cultures qui nous enrichit et les liens qui nous rassemblent, nos valeurs communes et les droits humains. Ce n'est pas facile, car lorsqu'il est question d'identité et de culture, les sensibilités sont fortes, les tensions parfois existent, émergent. C'est un exercice d'autant plus complexe dans les traditions qui ont souvent préféré les ruptures nettes et les identités tranchées au continuum et aux nuances. Ce langage est pourtant indispensable aujourd'hui pour conduire le dialogue et construire la paix entre les États et à l'intérieur même des sociétés, qui sont également plus diverses, avec des identités multiples, des affiliations complexes. Les traces qui attestent des relations d'une culture à l'autre sont parfois enfouies dans l'histoire des sociétés. Il faut beaucoup de curiosité pour les faire remonter à la surface. C'est pour cela que l'UNESCO encourage vivement les inscriptions de sites culturels ou naturels transfrontaliers. Et les pays qui décident de protéger ensemble un patrimoine partagé. Et je crois que cette dynamique est vraiment l'avenir de la Convention du patrimoine mondial. C'est aussi ce que nous mettons en œuvre au quotidien dans les ateliers pour la culture de la paix, par exemple en Afrique, où nous utilisons le patrimoine comme outil de dialogue et de respect mutuel, car c'est là que le mandat de l'UNESCO prend tout son sens. C'est un travail complexe, quotidien, que j'aimerais comparer pour conclure au travail de patience dont parle Metin Arditi, dans la confrérie des moines volants, qui était tellement gentil de me donner aussi avec une dédicace, il n'y a pas longtemps. Et je vous conseille au passage. C'est le travail du vénérable Nicodème, aidé d'une poignée de moines vagabonds pour sauver, dans les années 30, les plus trésors de l'art sacré orthodoxe pillés par le régime soviétique. Ces trésors vont rester cachés pendant plusieurs décennies, à l'abri des regards. Et c'est une image forte, car il y a dans chaque culture, en effet, des trésors enfouis, des chemins qui nous relient aux autres. Et pour des raisons diverses, ces chemins sont perdus. Et si nous savons les remettre au jour, ils nous enrichissent nous-mêmes et nous rapprochent des autres. Ce mouvement n'a pas de fin. Et dans l'urgence des conflits, il est trop tard pour l'amorcer. Aussi, faut-il très en amont rechercher dans chaque culture ces liens cachés qui l'unissent à toutes les autres et qui éclairent en même ce qu'elle a unique et de singulier. Pour y parvenir, il faut protéger le patrimoine. Il faut aussi encourager la recherche et l'enregistrement, je dirais aussi. Il faut développer le droit international de la protection des biens culturels, comme notre cher ici à l'UNESCO. C'est l'engagement, je dirais, fort de monsieur le professeur Marc-André Renault qui est avec nous ici. Et je vous adresse, pour finaliser, à tous les étudiants et aux gens qui sont ici et qui auront domaine des responsabilités en Suisse, en Europe ou ailleurs, dans les autres côtés du monde. N'oubliez pas le patrimoine, protégez-le, appuyez-le. Appuyez-vous aussi sur lui comme un socle et comme une ressource pour le dialogue, pour la créativité et finalement pour la paix. Je vous remercie pour votre attention. Madame la directrice générale, vous venez nous faire un exposé riche, impressionnant, avec beaucoup de désespoir et de noirceur, il faut le dire, mais aussi un très grand espoir. Espoir que représentent les travaux de l'UNESCO,
les travaux normatifs de l'UNESCO dont vous nous avez parlé, les travaux de reconstruction faits sous l'égide de l'UNESCO, mais aussi par les populations civiles, et bien sûr les travaux de formation et d'éducation. Votre conclusion me donne un message d'optimisme que nous, ici, à l'Université de Genève, et en particulier à sa chère UNESCO, nous prenons très au sérieux. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à des étudiants. Vous les avez mentionnés dans votre conclusion, des étudiants qui sont la force vive, qui sont l'avenir, et à qui, certes, nous donnons des enseignements, parfois en droit, mais aussi en histoire de l'art, en archéologie. Ces étudiants sont évidemment ceux qui reçoivent, mais c'est aussi ceux qui donnent. Et nous-mêmes, qui participons à cela, nous recevons beaucoup d'eux. Pourquoi est-ce que nous recevons d'eux? Parce qu'ils posent les bonnes questions, et je les espère qu'elles vont arriver, ces bonnes questions, parce qu'ils s'intéressent à des domaines nouveaux, et parce que de plus en plus, ils font le signe d'une ouverture sur le monde. En tous les cas, c'est à eux maintenant, notamment, que je vais passer la parole en vous demandant aux uns et aux autres de poser les questions que vous souhaitez. Et comme la première question est toujours très délicate, je vais me permettre de la poser moi-même. Vous avez parlé, Madame la Directrice Générale, du musée de Taxila. Quelle est, selon vous, l'importance de la communauté des musées dans le travail de mise en œuvre des conventions de l'UNESCO? Est-ce que vous voyez un rôle particulier que les musées peuvent jouer dans ce travail? J'ai cru que comme chair de l'UNESCO ici, la première question aurait été la plus facile, hein, et le plus amicale, mais quand même merci d'avoir posé. C'est une question très intéressante parce que je crois qu'il y a un nouvel intérêt vers les musées. Je crois qu'il y avait une période où on considérait qu'avec le numérique, avec l'Internet, que les musées sont déjà dépassés, qu'il n'y a pas une place pour des musées. Et il y a un vif débat au sein de l'UNESCO aujourd'hui autour de ce que les musées représentent. Même il y a des idées de créer une nouvelle convention. Il y a un débat s'il faut créer une nouvelle convention, de documents juridiques sur les musées. Mais ce qui est le plus important, c'est que je crois que les musées aujourd'hui sont devenus un vrai lieu d'enseignement, d'apprentissage. Et on n'a pas, à mon avis, suffisamment utilisé les musées dans beaucoup de régions du monde, parce que nous savons que les musées, parfois, sont seulement considérés que c'est un lieu pour des experts, mais ouvrir les musées, démocratiser les musées, utiliser aussi les musées pour des enseignements, c'est toujours un défi pour beaucoup de pays. Et vous avez mentionné Taxila, qui est un site extrêmement intéressant. Je l'ai visité avec le ministre de l'Éducation et de la Culture du Pakistan. Et là, vraiment, on voit des différentes périodes de la culture, des différentes civilisations. Il y avait le préhistoire, après c'est le grec, après c'est le perse, c'est vraiment islamique, c'est très intéressant. Et on le voit littéralement. Et dans le musée, c'est un mélange de ces différentes cultures. Et quand on a échangé avec le ministre, j'ai dit, mais vous devez utiliser ça beaucoup plus pour des éducations des jeunes. Il n'y a pas des programmes très forts. Et nous, maintenant, nous allons aider le Pakistan parce qu'il y a une vraie ambition, je dirais, nouvelle ambition d'utiliser ça comme aussi un outil de réconciliation, d'une éducation multiculturelle, je dirais là. Et je donne seulement un exemple, mais c'est partout des musées. Et ne parlons pas qu'aujourd'hui, nous voyons dans certains des grands pays émergents, en Chine, on est en train de construire 2000 musées aujourd'hui, parce qu'on considère que son culture, son approche, je dirais,
pas seulement nos patrimoines, ce sont parfois des musées modernes, mais ce n'est pas possible d'avoir une cohésion sociale plus forte. Et c'est pourquoi nous nous battons beaucoup aujourd'hui l'UNESCO pour que la culture est reconnue comme, je dirais, une partie intégrante dans chaque développement durable. On ne peut pas avoir un développement durable, c'est le grand sujet des Nations Unies aujourd'hui, l'agenda post-2015 et tout ça. On ne peut pas avoir la durabilité d'un développement sans reconnaître la culture pas comme un objectif, pas du tout, mais comme un outil, comme un instrument pour avoir la durabilité des sociétés. Et les musées sont là aussi, mais pas seulement comme des expositions, mais comme un outil pédagogique, je dirais, dans un monde tellement divers. Merci beaucoup. La première question ayant été posée, je regarde et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Je vois 2 personnes au fond, là-bas, qui lèvent la main, qui m'ont l'air d'être des étudiants. Non? Bon, mais ça ne fait rien, vous pouvez quand même parler. Hein. Le micro arrive. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que la reconstruction du patrimoine était inséparable aussi de la reconstruction aussi sociale et économique d'un pays qui a été en guerre ou quoi que ce soit. Quelle est l'importance, enfin, à ce moment-là, les ONG sont toujours très importants aussi dans la reconstruction d'un pays. Comment peut-on développer dans le travail des ONG la conscience de l'importance de la reconstruction culturelle? Parce que très souvent, j'ai demandé souvent à des ONG, que faites-vous dans les pays comme en Haïti ou bien dans différents pays? Comment faites-vous, que faites-vous de culturel? Quel est le rôle le patrimoine des ONG il y a une réponse généralement négative. Merci. Oui, mais vous savez, les ONG, bien sûr, ont un rôle. Il y a des grandes ONG internationales. Il y a aussi des associations, grandes associations internationales. Je vois ici, c'est où Julia Morton, voilà, c'est le IUCN, la grande association pour la protection de l'environnement, de la nature. Nous travaillons avec ICOMOS, nous travaillons avec le Conseil international des musées, parlons des musées. Le rôle ici aussi de cette institution est très important parce que nous avons lancé avec ICOM la liste rouge des biens culturels syriens. Dans un musée? Oui, dans un musée, le Metropolitan Museum l'année passée. Le rôle est vraiment très, très important. Et les ONG jouent un rôle, je crois. J'aimerais avoir plus des ONG qui travaillent dans le domaine de la culture et de la protection du patrimoine. Je les encourage, je les invite. C'est extrêmement important, et spécialement quand il y a je dirais, de travail humanitaire. Vous avez mentionné Haïti. J'ai visité 2 fois Haïti. La dernière fois, j'ai visité très récemment, il y a quelques mois, de voir quel est notre travail là pour la reconstruction de la citadelle, qui était aussi endommagée, pas tellement, pas beaucoup, mais quand même, par le séisme. Et en Haïti, on travaille avec beaucoup des ONG aussi sur le patrimoine immatériel, l'artisanat, domaine de la culture, mais pas suffisamment. Et c'est pourquoi je considère que c'est important. Il y a beaucoup de spécialistes, beaucoup d'experts qui puissent nous aider dans ce travail tellement important. Merci beaucoup. Je vois une question, madame, au 2e rang. Bonsoir, madame. Merci de tout le travail que vous avez effectué, que vous faites dans le cadre de l'UNESCO. Je trouve super intéressant, vous aviez mentionné dans le cadre de patrimoine culturel immatériel, la danse en Indonésie qui s'appelle Saman. Et je trouve un peu dommageable que vous n'avez pas pu aller un peu plus loin dans tout ce qui est violence faite aux femmes, les mutilations génitales, les mariages forcés, dans le cadre de patrimoine culturel, où je pense, peut-être je pourrais développer en 2 mots en disant que pourquoi ne pas faire les rituels identitaires et culturels de toute cette pratique barbare, justement, qu'on connaisse tous de près ou de loin,
c'est un grand domaine. Non, mais je trouve un peu dommageable, mais j'aimerais bien que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez, parce que nous, on a une ONG qui voulait déposer justement dans le cadre de l'UNESCO pour la protection des rituels, le fait de pouvoir initier la femme dans son identité culturelle et de devenir une femme, parce que c'est quand même important. Dans certaines cultures, il y a 154 pays qui sont concernés par cette pratique-là. Et pourquoi, justement, l'UNESCO ne s'intéresse pas ou ne se penche pas pour une culture aussi barbare et que personne ne veut en parler, et surtout quand ça touche l'intégrité et l'intimité de la femme. Je vous remercie. Merci. Tout d'abord, nous nous intéressons beaucoup parce que l'UNESCO fait partie, et moi personnellement, je fais partie dans le réseau des institutions, des agences des Nations Unies qui se battent contre les mutilations génitales féminines. Moi, j'ai été très récemment à New York pour la commission des statuts des femmes avec la première dame de Burkina Faso, Madame Chantal Kampaoré, qui est une grande militante, c'est une amie, une grande militante contre cette barbarie. Nous ne considérons pas que c'est un patrimoine immatériel. Il faut être très clair. Le patrimoine immatériel, nous avons une convention de patrimoine immatériel qui a des conditions très claires ce qui est patrimoine immatériel. Et je peux aussi vous rappeler que l'UNESCO a adopté en 2003 une déclaration sur la diversité culturelle. Et là, il y a un paragraphe qui est extrêmement important en disant que nulle considération de diversité culturelle ne peut pas porter atteinte aux droits humains. Et je crois que c'est clair. Nous ne faisons aucune, je dirais, plaidoyer. Nous ne considérons pas que cette barbarie fait partie du patrimoine immatériel. Patrimoine immatériel, ce sont des traditions qui sont liées pas avec, je dirais, certaines pratiques anciennes, barbares, qui n'ont rien à voir avec les droits de l'homme. Et ici, je veux ajouter que nous avons établi une chaire UNESCO à l'université de Nairobi, au Kenya, qui travaille exactement pour l'éducation et tout ce qui est autour de les mutilations génitales, parce qu'il nous faut toujours d'étudier et d'approcher le problème dans toutes les complexités, là, pour utiliser l'éducation comme un outil préventif. Nous avons aussi un centre en République démocratique du Congo, un centre pour les Grands Lacs, la région. C'est un centre pour la documentation et recherche dans le domaine des femmes. Et là, on fait un grand travail exactement avec le même but. Alors, nous sommes très impliqués aussi avec les autres de combattre ce phénomène barbare. Merci. Je vois une question droit devant. Monsieur. Le monsieur qui lève la main, il faut descendre avec le micro. Voilà. C'est éblouissant. Hein, ouais. Merci beaucoup. Vous êtes un public éblouissant. Oui. Merci infiniment, Madame la Directrice Générale, de votre présentation. J'ai retenu l'idée et votre message que le développement, que la culture est l'indicateur pour le développement, pour le futur objectif du millénaire. Il est normal qu'on est en faveur. Je me suis déjà chargé de faire la campagne internationale. Madame la Directrice Générale, vous avez évoqué le centre régional de Beyrouth et une nouvelle enveloppe. Qu'en est-il de ces centres régionaux de l'UNESCO qui ont vraiment une marge de manœuvre et d'action, à l'instar des autres organisations internationales, centres régionaux africains, centres régionaux sud-américains, Extrême-Orient. Mais ma question aussi est sur l'avenir et le fonctionnement du centre international d'Alger sur le patrimoine immatériel africain. Qu'en est-il de son avenir et de son fonctionnement? Merci. Votre question porte sur l'importance des centres régionaux, si j'ai bien compris. Les centres régionaux et le fonctionnement du centre africain, du patrimoine immatériel. Du centre africain du patrimoine immatériel. Vous avez signé récemment, en fin février, avec le gouvernement algérien,
oui, là, ouais, il y a un centre. voilà, oui, on a exact. établi en Algérie. Oui. Bon, vous savez, nous avons plus de 60 centres, comme nous disons, régionaux, qui sont centres nationaux, sous l'égide de l'UNESCO. Et il y a des centres qui sont dédiés à la protection du patrimoine, immatériel, culturel, sur la gestion de l'eau, sur l'éducation. Il y a presque dans tout notre mandat, il y a de tels centres. Alors, nous avons signé avec la ministre de la Culture d'Algérie récemment. C'est une idée qui n'est pas, je dirais, nouvelle. Il y a 2 ans déjà, la conférence générale de l'UNESCO a approuvé la création de tels centres. C'est très important parce que c'est le premier centre d'hôtel, je dirais, avec un tel mandat en Afrique, du monde arabe, mais pas seulement du monde arabe, dans toute l'Afrique. Et nous savons très bien combien le patrimoine immatériel joue un rôle important et quel est le besoin aussi de la formation des gestionnaires, de faire des inventaires, de la protection. C'est énorme. Et c'est pourquoi on compte beaucoup sur ce centre. J'espère bien qu'il y a des autres pays qui ont exprimé aussi un intérêt en Afrique subsaharienne d'établir de ces centres. Et ça tombe dans un réseau de centres de patrimoine immatériel qui existe déjà au monde. Nous avons en Amérique latine, au Pérou, nous avons au Cusco, un centre, le premier centre. Nous avons 3 en Asie, en Corée, au Japon, en Chine. Nous avons dans mon pays, en Bulgarie aussi, pour l'Europe. Et je crois que pour la première fois, il y avait une réunion de ces centres des régionaux, c'était en Bulgarie, de se coordonner, de voir comment nous allons, ils vont accompagner l'UNESCO et les pays membres pour mettre en œuvre la convention. Si je compris bien votre question. Merci. Il y a une question devant. Est-ce que je peux vous demander de passer le micro à Madame McFeller, qui est juste devant, ici. Devant, plus avancé. Voilà. Ah, ça ne marche pas. Ça marche? Oui. Alors tout d'abord, Madame la Directrice Générale, je souhaite vous remercier pour cet exposé enthousiaste et qui finit sur une note d'optimisme, qui conforte tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans la culture, dans leur engagement. Cependant, je souhaiterais quand même vous poser une question sur le résultat final de l'action de l'UNESCO. Vous avez utilisé le terme de vandalisme. On pourrait aussi utiliser celui d'iconoclasme. Donc, c'est des phénomènes qui existent peut-être aussi longtemps qu'existe l'humanité. Et la question que je souhaiterais vous poser, c'est est-ce que tout cet appareil législatif et normatif a vraiment eu un effet positif ou non? L'argument est fait parfois par les chercheurs et les critiques que l'UNESCO donne une visibilité à certains de ces sites qui, de ce fait, en fait des cibles. Certains chercheurs ont fait l'argument que les mausolées du Mali ou les Bouddhas de Bamiyan n'auraient pas été détruits si la cible n'avait pas été les valeurs incarnées par l'UNESCO et ce qui est perçu comme une certaine forme d'hégémonie culturelle. Merci. Merci pour une question provocatrice. Non, mais c'est une question justifiée, je crois, parce que je me souviens de la session du Comité du patrimoine mondial en 2012 à Saint-Pétersbourg. C'était le comité où les 5 sites du patrimoine mondial culturel en Syrie ont été inscrits sur la liste du patrimoine. Il y avait de tels débats. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant si ça représente une menace additionnelle, je dirais, simple, mais on a décidé que finalement, c'est aussi un message très fort de l'importance de ces sites qu'il ne faut pas céder aux extrémistes ou aux ceux qui ne considèrent pas important de protéger le patrimoine.
Mais je crois que si vous me permettez aussi votre question, vous avez commencé par demander est-ce qu'il y a aussi des résultats, quels sont les résultats et je dirais l'impact positif. Je crois absolument, je suis convaincue profondément que la réponse est positive. Parce que regardez, même la Convention de patrimoine mondial, aujourd'hui on est habitué, comme si cette convention existait toujours, comme si les sites du patrimoine mondial existaient toujours. Mais ce n'était pas le cas. Et nous voyons qu'une fois un site est inscrit, il y a toute la mentalité change autour de ce site. Et ce qui est le plus important, je crois, ce n'est pas seulement la préservation physique du site, qui est d'ailleurs très importante, mais c'est, je dirais, le partage de toute l'humanité autour de ça. Et c'est cette nouvelle conscience qui est émergée au monde, que nous protégeons tous ici. Nous parlons ici dans cette salle à Genève du Mali. Nous parlons de la Syrie. C'est quelque chose d'extraordinaire, je crois, qui est émergé aujourd'hui dans le monde, parce que tout le monde s'intéresse et tout le monde est blessé quand il y a une attaque. Et c'est tout nouveau, je crois, cette conscience qui émerge autour du patrimoine et de culture. Et après, je crois que c'est d'ailleurs aussi extrêmement important, c'est ce message de dialogue des cultures, qu'il n'y a pas de culture pure. C'est extrêmement important. Et de montrer aussi, en effet, qu'il n'y a pas de culture pure. Il n'y a jamais eu de culture pure dans le monde. C'est pourquoi, je dirais, ces sculptures d'Alexandre de Bouddha avec la chevelure d'Alexandre, c'est symbolique. Et c'est grâce, je dirais aussi, à l'UNESCO, pas seulement, je le reconnais, mais c'est la plateforme internationale, grande plateforme universelle des États, du monde, là, qui travaillent pour que ça soit possible. Et je dirais aussi sur le reste, parce que ce n'est pas seulement le patrimoine mondial, nous parlons aujourd'hui de plus en plus, et mon ambition était aussi de renforcer la Convention de 70, le trafic qui interdit le trafic illicite de biens culturels. Et je dois dire qu'il y a des réussites, il y a des vraies réussites. Il y a des retours des biens culturels entre les États qui n'ont pas des accords bilatéraux sur la base de cette convention. Et on fait un énorme travail aujourd'hui de former, de sensibiliser, de coopérer, d'avoir une coopération internationale. Et il y a aussi pas mal déjà de retours des biens culturels qui ont été saccagés, qui ont été illicitement trafiqués. Vous avez parlé de l'exemple du Cambodge. Oui, le Cambodge, voilà. parce que l'année passée, le comité du patrimoine mondial au Cambodge, il y avait le musée du Metropolitan qui est sur la base de cette convention avec l'aide de l'UNESCO. Nous avons accompagné ce retour du statut de guerrier Khmer à Angkor. Et c'était une cérémonie très émouvante quand le président du Metropolitan Museum. Alors, je ne dirais pas que tout est déjà fait, c'est un énorme travail, mais je crois que quelque chose de nouveau émerge dans le monde et nous aidons à que ça soit possible. Très bien, je crois que sur ce très beau plaidoyer, Madame Bokova, nous allons terminer. Il est temps de conclure, mais j'aimerais vous remercier, Madame la Directrice Générale, d'avoir partagé votre temps précieux et compté avec nous. J'aimerais vous remercier au nom de l'Université. Ne partez pas. Et s'agissant de vous remercier, je souhaiterais vous remettre deux petits souvenirs avec lesquels vous allez partir. Le premier, c'est un tout petit livre, une petite Moleskine rouge que nous avions créé lors de l'inauguration de la chaire UNESCO il y a 2 ans et que M. Bandarine, votre sous-directeur général de la culture,
avait surnommé le petit livre rouge. Alors je me permets de vous remettre ce petit livre rouge en hommage. Et un autre ouvrage, alors qui n'est ni une publication de l'université, ni une publication de sa chaire UNESCO, j'espère que mon recteur ne m'en voudra pas. Il s'agit d'une brochure publiée par la chancellerie de la République et canton de Genève sur l'arbitrage de l'Alabama. Un arbitrage qui a créé à la base de la résolution des litiges, des différends de manière pacifique et qui eut lieu en 1872 ou 72 à Genève. Et c'est le début d'un grand processus de résolution des litiges par des moyens pacifiques. Et je crois que Genève est un lieu où cela a une tradition et je fais devant vous ici le vœu, je forme ce vœu devant vous que cette tradition genevoise puisse aussi continuer dans le domaine des litiges en matière de biens culturels. C'est quelque chose auquel nous travaillons beaucoup à l'université, au Centre du droit de l'art, à la chaire UNESCO. Et voilà, j'aimerais bien que vous repartiez avec ce petit hommage. Encore une fois, un grand merci. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci.